La perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films qui font l'actualité. On vous retrouve pour cette je ne sais combienième capsule d'été, parce que finalement, à ce stade, on passe plus de temps à se voir en vacances qu'en temps normal. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film un peu particulier qui est sorti le 12 août, qui est un film d'un auteur qu'on attendait pas mal, qui est le nouveau film de David Robert Mitchell, qui s'appelle La fin de Oak Street, avec Ewan McGregor et Anne Hathaway en rôle titre. Suite à un étrange événement cosmique, le quartier d'Oak Street se retrouve transporté en un lieu mystérieux. Les Platt, qui ne reconnaissent plus leur environnement familier, ne tardent pas à comprendre qu'il leur faut absolument rester unis s'ils veulent s'en sortir. Alors voilà le pitch halluciné. Sur l'affiche, il y a un gros dinosaure qui est dessiné, donc on comprend assez vite de quoi il en retourne. J'ai envie de lancer Félix en premier lieu, parce que tu es un David Robert Mitchell Zouz. Oui, voilà, quelqu'un qui aime particulièrement les 2 voire 3 premiers films de David Robert Mitchell, puisqu'on rappelle que The Myth of the American Sleepover, c'est un film quasi inconnu que très peu de gens ont vu, si ce n'est Elisabeth et quelques personnes. Et dont on a parlé dans notre podcast d'été de l'année dernière, que vous pouvez réécouter sur tous les réseaux. Absolument. Il a surtout été révélé on va dire au public cinéphile, puisqu'au grand public, par It Follows, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, en 2014, qui était un film d'horreur globalement dans la veine des premiers films aussi de John Carpenter. En tout cas, il y avait une espèce de revival un peu comme ça du cinéma d'horreur à concept, on va dire. Et son film d'après a été un énorme bide, qui était Under the Silver Lake, présenté en compétition à Cannes en 2018. D'ailleurs, j'ai revu la liste des films en compétition à Cannes en 2018, et j'ai envie de dire que le jury s'est vraiment trompé sur toute la ligne sur les films qui ont été récompensés cette année-là. Bref, je te lance là-dessus parce que toi, tu attendais particulièrement ce film, tu t'étais en tout cas curieux de voir ce que ferait David Robert Mitchell, qui était dans ce qu'on appelle la Director's Jail aux États-Unis. Ça veut dire que quand tu as fait bider un film, en tout cas visiblement, ça ne s'est pas du tout bien passé avec A24, qui est le studio qui produisait Under the Silver Lake. Ils lui ont demandé de remonter le film. Il a refusé de le faire. Ils l'ont sorti en catimini et en VOD le même jour. Ils ont globalement torpillé le film. Et s'en est suivi une grande traversée du désert, en tout cas pour lui, d'un point de vue en tout cas de création, de fabrication. Certains projets ont essayé de voir le jour au fur et à mesure de ces années-là. Et là, il revient avec un film qui est très étonnant, parce que c'est un film à 80 millions, je crois, de dollars, qui est un blockbuster estival au sens le plus pur du terme. Et donc, toi, qu'en as-tu pensé, Félix ? Voilà, j'ai fait un gros monologue, mais parce que je pense qu'il faut contextualiser sur qui est ce bonhomme, quoi. Et en fait, c'est pas juste un film de dino. Et quelles attentes tu mets quand tu vas voir le film ? Oui. Je vais commencer par là. Moi, effectivement, je suis hyper fan de ce gars. Je trouve que c'est un des meilleurs réalisateurs américains en activité. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de film. Il devait en tourner un en 2020 qui finalement n'a pas eu lieu à cause du Covid, donc il y a eu ça aussi qui l'a impacté, machin, bref. Donc du coup, il revient avec ce projet, qui est un projet qui est assez curieux, effectivement, parce que à la fois je trouve que c'est un projet qui lui est très cohérent, parce qu'il a toujours eu une forme de nostalgie d'aller récupérer des genres des années 80-90, parce qu'il a grandi dans cette période. Presque même un fétichisme de certaines formules de cinéma, ce qui est tout à fait au cœur de Under the Silver Lake. Voilà, complètement. C'est-à-dire que je trouve qu'effectivement il récupère toujours un peu cette esthétique, mais il avait cette capacité, notamment dans It Follows et dans Under the Silver Lake, de moderniser un petit peu tout ça en plaçant son intrigue à notre époque pour essayer d'aller faire une espèce de radiographie justement des banlieues ou de Los Angeles pour Under the Silver Lake. Là, en gros, dans Oak Street, il place son intrigue dans les années 80, et c'est une famille qui est d'un coup projetée complètement dans la préhistoire, et tout le but, ça va être évidemment de jouer avec les codes des dinos, qui sont quand même majoritairement les codes de Jurassic Park, parce qu'il n'y a pas non plus 15 000 films de dinos qui ont vraiment infusé le grand public. Il y en a eu plein, mais les gens s'en souviennent pas forcément. Et donc du coup, quand on regarde le film, moi je l'ai vraiment pris comme un espèce de ride, un peu entre guillemets, enfin d'apparence décérébrée, où l'idée ça va être juste de faire du gros divertissement, à la mise en scène, je trouve extrêmement ingénieuse, et c'est le cas. Enfin vraiment, j'ai été bluffé par nombre de séquences d'action. Je trouve qu'il a une force visuelle. Je vais faire l'affront de le mettre au-dessus de Spielberg, je trouve, par moment, en termes de suggestion et de. Après bon, évidemment c'est un film de 2026, Spielberg avait pas forcément ce budget-là, mais je pense que par ailleurs, il s'inscrit aussi dans un
concours, si ce n'est de sgeg, en moins de, on va dire de talent de réalisation avec Spielberg, parce qu'il y a un côté en effet miroir avec Jurassic Park, et il y a certaines séquences qu'il copie presque en les retournant. Enfin, il y a vraiment, voilà. Et le film sait qu'on a vu Jurassic Park. Ouais. Et ça, je trouve que c'est hyper intelligent. Il joue pas sur le truc de vous avez jamais vu de dinosaures. Il sait très bien que la plupart du public aura déjà vu Jurassic Park. Oui, complètement. Et du coup, effectivement, il y a des petits clins d'œil, machin, truc. Moi, j'avoue que tout ça. Ça m'a un peu gêné, en vrai. Le côté années 80, clin d'œil méta et pastiche, je le trouve pas super pertinent, parce que je trouve que justement ce qui faisait la modernité de ces images dans ces précédents films, c'était en partie de prendre tous ces codes qui sont des vieux codes et de les réactualiser justement dans le monde contemporain. Et je trouve que là, de placer son intrigue dans les années 80 apporte pas grand chose en fait en vrai. Je trouve qu'il en fait pas grand chose. Après, on n'est pas dans une surabondance de nostalgie non plus, c'est pas Stranger Things, mais quand même un petit peu, il y a une forme d'idéalisation où après l'idée ça va être de montrer que le Jurassique va détruire la petite famille nucléaire parfaite, machin truc. Je trouve qu'en fait de placer son intrigue dans les années 80 fait que les images qu'il va produire, même si la mise en scène est ingénieuse, je les trouve pas non plus super révolutionnaires. Surtout que du coup il y a les côtés méta des films qu'on a déjà vu des années 90 machin, donc je trouve que formellement en fait le film a quelques limites là-dessus, et je prends pas une claque de cinéma comme je l'ai prise quand j'ai vu ses précédents projets. L'autre truc qui m'a un peu gêné, c'est les personnages. C'est-à-dire que vraiment, je n'arrive pas à connecter émotionnellement avec eux. C'est un peu volontairement, je pense, des caricatures. Oui, très probablement. Mais du coup, moi, ça m'empêche un petit peu de rentrer vraiment en émotion. Et c'est-à-dire que même dans Jurassic Park, après je l'ai vu quand j'étais gamin, mais même quand je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça, je suis un petit peu plus attaché quand même aux personnages. C'est-à-dire que là, vraiment, je sais pas si c'est un truc de casting ou d'écriture, mais il y a quelque chose qui clique pas de mon côté. Je trouve Anna Hathaway assez touchante et plutôt cool, mais je trouve que, Ewan McGregor, c'est pas un acteur que j'aime beaucoup, et il est juste là pour jouer le bouffon, et pourquoi pas, mais je le trouve presque pas assez bouffon. Enfin bref, et les gamins, j'ai un peu rien à en dire. Et du coup, comme j'ai pas d'accroche. Et le chien. Et le chien, il est à moitié fait en IA VFX, donc il est pas voilà. toujours très beau le chien. Mais oui, il y a des moments qui sont très drôles avec le chien. Mais alors, question du coup, est-ce que par rapport à Under the Silver Lake, qui est moi un film que je trouve brillant dans l'idée, mais presque irregardable en termes d'attache émotionnelle justement, parce que c'est quand même, moi je le trouve difficile à regarder. Ouais. T'as plus d'attache émotionnelle dans Beaucoup Under the plus. Silver Lake. Bah ouais. Putain, c'est très en fait, étonnant le quand même. personnage de Andrew Garfield, je le trouve tellement pathétique que genre je suis complètement mort de rire et complètement avec lui. Et là, il y a un truc d'entre-deux où il essaye de me raconter un peu ce mariage et ce divorce et machin. Et j'y crois pas trop, parce que justement, t'as quand même un peu le côté pastiche, et en même temps, il veut être un peu sérieux, mais je trouve qu'il prend pas le temps. Okay. C'est marrant, moi je l'ai pas vu du tout comme ça. Bref, mais je suis très intéressé de vous écouter parler. Après, je vais arrêter de monologuer, mais en gros, c'est un peu ces deux trucs-là qui m'ont empêché vraiment de rentrer complètement dans le film. C'est-à-dire que je l'ai regardé sans déplaisir, je le trouve assez brillant par moments, mais toujours en distance. J'ai jamais vraiment pénétré le film comme je l'ai fait avec les précédents films de Mitchell. Et du coup, j'avoue que là, je suis resté un peu en dehors, et je crois que j'en attendais quand même un petit peu plus, notamment sur l'écriture, parce que c'est quand même un auteur qui, même avec rien, sait toujours écrire des personnages. Et je trouve que là, vraiment, malheureusement, il me manque quelque chose pour complètement adhérer au projet. Rita, toi, t'es pas très film de dino, ou t'es plutôt très film de dino? Je suis très Jurassic Park 1. Ouais. Après, les dinos, j'en sais rien, j'aime pas ça, j'ai peur des dinosaures. Et c'est très étonnant que tu... T'as du bol, ils sont morts depuis longtemps quand même. Bah, franchement, tu rigoles, mais ça fait 2 semaines que j'ai vu le film et que je pense qu'aux dinosaures tout le temps. Donc, peut-être qu'il y a un petit enfant de 7 ans qui sommeille en toi. Non, dans le sens négatif, j'ai juste peur depuis 2 semaines des dinosaures. Fun fact, le Under the Silver Lake, c'est le premier film que j'ai vu quand j'ai immigré en France. Par accident. Comme vous vous en doutez, ce n'est pas du tout mon cinéma, et je pensais que c'était un film mignon avec Andrew Garfield à Los Angeles, donc c'était une surprise. Et là encore, je me suis fait avoir par David Robert Mitchell, puisque je ne savais ni que c'était lui le réalisateur, ni que ça parlait de dinosaures. Je pensais que c'était un drame familial avec Ewan McGregor et Anna Hathaway, parce que je n'ai pas vu d'affiche ni de bande-annonce, je ne savais pas de quoi ça parlait. Donc grande surprise pour moi en arrivant dans le film, parce que le ton du début était tellement bizarre. Il y a une patine, en fait tu sais que soit c'est un nanar, mais vu qu'il y a Anna Hathaway, tu te dis elle a fait des conneries et tout, mais enfin un nanar comme ça c'est bizarre. Soit il y a un vernis qui va craquer, et en fait je trouve que ça arrive assez vite pour que je sois pas gênée par ce moment au départ où ils agissent comme dans un dessin, comme dans La Petite Maison dans la Prairie, quoi. C'est trop fun d'être en famille. Moi, j'avoue que la première séquence du film, j'ai explosé de rire. Quand ils font le truc en sac à patates, là, c'est avec vraiment... la lumière dorée. Moi, j'étais mort de rire dès le début du générique à cause de la musique. Ouais. Oui. Moi, je trouvais ça insensé. Mais c'est limite le générique, un mélange de, effectivement, John Williams pastiche et du générique de Desperate Housewives, genre un truc de la comme ça. Et donc, une fois que j'ai compris que déjà, je me suis rendu compte que le réal et du fait qu'il allait avoir un truc bizarre, parce
parce que la il y a un ton très narquois qui passe Ouais. partout dès le début. Et c'est pas un petit con, c'est pas un ton de petit con. Non. Je trouve que c'est un ton de on nous a vendu la famille nucléaire américaine des années 80, ça n'est pas vraiment ça. Certes, il arrive après plein de gens qui ont déjà envoyé valdinguer ce truc-là, mais je trouve qu'il y a quand même un truc génial où effectivement ces personnages qui sont quand même des clichés d'eux-mêmes mais qui ont chacun un côté, disons, particularisant, qui fait que moi j'ai réussi. Anne Hathaway, j'adore sa performance dans ce film, je la préfère là, de sa manière dans l'Odyssée. Je trouve qu'elle a plus de choses à faire, elle a plus de... En fait, elle est... Bon, c'est Pénélope, j'entends, mais là, j'adore ce personnage, j'adore ce qu'on sous-entend d'elle dès le départ, j'adore ses interactions avec les gens, ses outfits sont merveilleux, et des fois, j'étais déconcentrée par ça. Autre sujet. Et effectivement, je vais pas répéter tout ce que tu as dit, mais une fois que le premier dinosaure est là, bah putain, j'étais là, waouh. Déjà, ils ont des poils, enfin des plumes, ce qui est apparemment une des grandes théories des scientifiques de ces c'est même dernières... un truc quasiment accepté maintenant, Ouais. qu'a priori, ils auraient des plumes. Mais c'est trop cool, parce que, pardon, Jurassic Park, la saga, là, ils en sont Enfin, encore c'était- avec les mêmes dinos Bah oui, mais que... c'était parce qu'il était dit il y a 30 ans et qu'on savait Non, pas je te trop, parle, tu vois, mais non, genre. mais je te parle de la saga aujourd'hui. Ah oui, oh là. Le dernier en date. Non, mais ça, faut pas aller le regarder, ça. Bah, oui, mais je trouve que c'est trop intéressant. Pareil, il joue sur toutes nos attentes de ce qu'on a appris avec Jurassic Park, en fait. Et je trouve ça trop bien. Et du coup, il y a des moments où, en fait, pour la première fois, il y a vraiment des humains qui les touchent, je trouve, les dinos. Je sais pas comment dire, il y a un vrai contact, notamment dans la plus incroyable scène du film avec Ewan McGregor et un dinosaure. On peut peut-être la spoiler. Tu crois On peut la spoiler. C'est deux. C'est deux dinos qui kennent. Deux diplodocus parlais pas de ça, mais qui ouais. kennent. Ah, ça, c'est incroyable. Moi, je parlais de Ewan McGregor directement avec un dinosaure. Ça, c'est incroyable. Ah oui, ça c'est encore autre chose. Qui est le moment le plus drôle du film. Ouais. Ah, j'ai hurlé. J'ai vraiment hurlé. crié dans la salle. Moi, j'ai trop aimé. Il est dans mon top 3 de l'année pour l'instant, ce qui est vraiment, je m'attendais pas du tout. Ouais. Mais t'as vu 3 films? Non, je rigole. Si tu voyais la gueule des deux premiers en plus. Non, c'est juste que j'ai rien aimé particulièrement cette année. Mais j'ai trouvé ça trop rafraîchissant et intéressant et bizarre et glauque. Et il y a un truc dans le dernier plan, et pareil, je remets un Wii U spoiler, qui en fait te rappelle que dans le concept du voyage dans le temps, il y a quand même des choses qui sont un peu foireuses à chaque fois. Mm. Parce que du coup, tu vois qu'il y a deux petites. La petite amie de la fille du couple, elle est là en double. Mais si tu. Jeannette? Non, je sais plus. Je sais Oui, pas, un Jeannette, prénom ouais. comme ça. Si tu clignes des yeux, tu la vois pas. Et vraiment, c'est le dernier plan du film. Et du coup, quand on la voit, je me suis retournée vers la personne avec qui j'ai vu le film. J'étais là, c'est ce que j'ai cru, quoi. Et je trouve que c'est un super clin d'œil. Parce que sinon, il prend pas le temps d'expliquer les règles de son univers. Et on Et s'en c'est fout. tant mieux. Exactement. Il y a pas de. Un peu comme avec la sex purge. Bah, surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça, du coup, on est toujours dans la zone spoiler, c'est que ça renvoie au concept que eux-mêmes n'ont même pas forcément pris le temps de se sauver, alors qu'elle a réussi à se sauver elle-même et ses parents. Et la famille, ils ont sauvé leur mari, mais ils se sont pas sauvés leur double. Quoi. Ouais, parce Ouais. qu'ils Et veulent ça, pas être. ça, il y a un truc qui est super violent et qui a un concept. Mais je trouve qu'il l'appuie presque pas assez à la mise en scène, du coup, alors que du coup, il y aurait pu avoir un truc plus vertigineux peut-être à la fin. Enfin, ça fait effectivement Mais juste. en fait, petit le vertigineux est après la séance. C'est-à-dire que moi, en sortant, j'ai eu un gros bug de. Mais donc, on est. Enfin, en vrai, elle a sauvé. Oui, tu y réfléchis après. Ouais. Il y a eu quoi. Enfin, tu vois, il y a un grand. Effectivement, c'est vertigineux, c'est le bon Ouais. mot. Et c'est trop Enfin, fun. en fait, il y a un paradoxe en gros, déjà, Ouais. de toute façon. Donc, bon, tu peux pas. Voilà. Mais Mais il y a que un- clairement, il cherche pas à le traiter, qu'il veut pas le traiter. Mais on a souligné plusieurs fois que le film était. Que le film était très drôle. Moi, je l'ai vu dans une salle absolument blindée à l'UGC Bercy, qui réagissait hyper bien. Le film démarre plutôt bien en France par rapport à ce qu'ils attendaient. Laurent, toi, t'as plutôt accroché à ce ride Et 80s et c'est marrant. un peu décérébré. Et c'est marrant parce que pour une fois, genre, je pense pas que ce soit du tout décérébré. Non, mais j'y reviens, Et c'est d'ailleurs un peu. Je te lance volontairement c'est d'ailleurs un peu là-dessus. la question que j'ai moi sur ce film. Pour une fois, je connais assez bien le cinéma de David Robert Mitchell parce que j'ai vu tous ses films. Ouais. Ça rarement. Il en a fait 3. Il en a fait 4 du coup maintenant. Mais c'est vrai que je trouve celui-là très étrange parce que, et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que toi tu passes à côté, parce que fondamentalement t'as pas l'air en fait tu l'as pris comme un ancien film Parce que comme un t'aimes de pas le bonheur, en non, fait. parce que tu l'as pris comme ça un de ces autres films qui sont des films beaucoup plus sérieux et qu'à mon avis celui-là est vraiment genre clairement non, Eh ben non. Moi, Under the T-Rex, je suis mort de A à Z. Enfin, de rire, je veux dire. Pas, Tu es mort de A à Z. Bah, tu vois, It Follow, je trouve ça super drôle aussi. Mais oui, It Enfin, il y a Follow, plein de je suis moments d'accord. où genre, je rigole. ben, en c'est fait, marrant, moi c'est marrant pas trop, je trouve ces autres films beaucoup plus sérieux et j'ai beaucoup plus de mal d'ailleurs, c'est pas It c'est- Follows, il y a vraiment un truc où la musique qui fait doudi un peu pas, toutes les 5 minutes je de suis manière pas, presque parodique aussi. moi je suis Tu pas peux super voir It Follows? Oui, c'est pas Ok. gore du tout, ça fait juste peur. Moi, je suis pas super fan d'ailleurs de toute façon de ces films, et même dans Silver Lake, je passe un peu à côté perso. Mais bon, bref, on va pas refaire le débat. Et je trouve que celui-là est.
Bonjour, ici Marion de l'Heure du Monde. Notre podcast Le photographe inconnu de l'occupation fait partie de la sélection Acast recommande. Dans cette série, suivez le journaliste Philippe Broussard dans sa quête à la recherche d'un mystérieux photographe qui a laissé derrière lui des clichés inédits de Paris sous l'occupation nazie. Alors, qui était-il et pourquoi a-t-il pris de tels risques ? Pour le comprendre, écoutez ou réécoutez Le photographe inconnu de l'occupation, 5 épisodes disponibles sur toutes les plateformes. Est une parodie en fait. Enfin, pour moi, c'est un film concrètement parodique qui va faire une parodie de films de Spielberg et de films de dinosaures. De films d'Amblin en fait, de la production Amblin. De films Amblin déjà de A à Z des années 80, dès la première frame et dès la première seconde de musique. On l'entend, on le voit, c'est pensé pour ça. Et donc du coup, ça fait mais sauf que c'est une parodie pas très... très bizarre quoi, c'est-à-dire pas du tout qui va rechercher à faire de la comédie, c'est une parodie très nerdy qui cherche à se moquer en fait de tout ce type de cinéma en détournant tous les codes et en faisant des vannes dessus, mais ça reste un truc quand même un peu d'initiés, de gens qui connaissent bien ce genre de cinéma. Mais moi c'est pour ça que je trouve que c'est assez cohérent avec ces autres films. Et ben c'est marrant parce que les autres peut-être parce qu'ils traitent de trucs que moi je connais moins bien aussi, tu vois, genre Under the Silver Lake, j'avoue Lynch et Hitchcock c'est pas des cinéastes que je maîtrise hyper bien, ou même It Follows, Carpenter, j'en ai vu quelques-uns, mais je veux dire ça date et c'est pas, tu vois, des trucs The Myth of the American Sleepover, pour le coup je trouve que c'est pas un film si parodique que ça, enfin non, pour le coup c'est un film un peu plus, un film assez intéressant ceci dit, mais et là je trouve qu'au contraire il fait entre guillemets sa grosse comédie de David Robert Mitchell, qui est un mec chelou qui rigole pour des trucs chelous, tu vois. et que en fait ça donne un film avec des moments qui sont genre complètement surréalistes et en même temps genre assez drôle, où on va avoir cette critique un peu de la famille nucléaire américaine qui à mon avis est pas à voir comme un truc genre hyper premier degré. C'est pas un télo. En fait il en fait des vannes parce que ça le fait marrer, tu vois, de les voir s'engueuler sur qui fait la vaisselle alors qu'il y a des dinos qui les bouffent à l'extérieur, tu vois, et qui a un côté complètement hyper absurde, ouais. Tu vois, sur certaines vannes, tu vois, du film, qui en fait un objet genre drôle, mais bizarre, et du coup avec un ton que là pour le coup je le retrouve moi plutôt dans les autres, enfin, ou dans le sens où vraiment une ironie un peu narquois, ironique, vraiment grinçant, et du coup pas très américain d'ailleurs à mon avis, sur comment on fait du cinéma, qui est plutôt un truc genre que je verrais british ou européen, sur d'approche, tu vois, genre de la critique et de la satire, etc. Et donc ça fait un film qui est assez qui est plutôt réussi en fait, parce que on rigole bien. Je comprends bien en fait ce qu'il cherche à faire. Il y a une histoire très simple à suivre en fait. Ça reste un film très simple en fait, très basique, très primaire dans la manière dont il veut raconter une histoire. Et le film dure 1h40 et qui marche bien, et qui est complètement dans des cases et que je trouve, et qui est à mon avis en soi lui-même déjà même un commentaire sur le genre de film qu'il est en train de faire, le simple fait de faire ça. Et donc quand on regarde ce film comme étant vraiment un pastiche, une parodie de ce type de cinéma-là, c'est vu qu'on oscille tout le temps entre le moment où genre là il est en train de se foutre de la gueule de ce genre de film et il est en train d'en faire une bonne version. Oui. Il y a toujours des moments où tu sais pas trop sur quel pied danser, et je trouve que il y a même des moments où il parodie des cadres de Palma par exemple, ou même de Spielberg, hein. Ouais. Littéralement, tu vois, genre avec l'ombre du dino, enfin bref, il y en a des trucs, c'est des parodies plan par plan quoi. Et donc tu vas avoir moi je trouve que du coup le film tu sais jamais vraiment sur quel pied danser, et que ça te met dans une position que je trouve genre trop bien, j'adore ça. Tu vois, je trouve que c'est trop cool. T'aimes pas danser en fait. Non, mais déjà j'aime pas trop danser, mais je trouve ça trop cool de regarder un film. Mais tu préfères ne pas savoir sur quel pied danser, parce que du coup tu vois, d'être là sur un truc fait. Je suis pas sûr de votre métaphore, hein. Mais genre qu'est-ce que je suis en train de regarder quoi ? C'est-à-dire que est-ce que je regarde ce truc, genre est-ce qu'il est sérieux, est-ce qu'il est pas sérieux, et que du coup en fait ça te brise un peu le cerveau quoi à certains moments. Et donc de ce point de vue-là, je trouve ça assez fort, assez réussi, et je crois pas avoir déjà vu de film comme ça en fait. Tout simplement. C'est-à-dire que, aussi parce que je suis peut-être passé à côté de cette interprétation-là dans les autres films de David Robert Mitchell, mais tu vois, celui-là est beaucoup plus frontal comme étant un film plaisant à regarder. Je pense que Under the Silver Lake, il est mal aimable par défaut. Mais le côté, tu vois, genre, que tu dis, genre, j'ai un problème d'attache émotionnelle avec les personnages, etc. Genre, par rapport à ces autres films, machin, en fait, ça n'a jamais été l'objectif de ce film-là, tu vois. Donc je comprends ce que tu veux dire, mais vu que c'est pas du tout un film qui va chercher à raconter quelque chose de sérieux sur l'histoire qu'il est en train de raconter, en fait,
l'attache émotionnelle des personnages dans le fond elle est secondaire parce que c'est eux-mêmes un commentaire sur ce type de cinéma là déjà. Enfin tu vois ça. Oui, mais du coup, je trouve ça nerdy et moins intéressant ce qu'il a pu faire. Tu vois. Bah peut-être, mais en même temps je trouve que sa posture est tellement genre improbable que en fait c'est fun. Et par ailleurs, il y a oui, non, mais ça c'est sûr. Pour le coup, moi, les gosses, effectivement, je m'en fous un peu, mais la relation de couple et ce qui arrive à un que c'est moment à assez ce joli. couple dans le film. Je pensais pas être autant affectée, surtout que c'est dans un moment où il se passe quelque chose de très drôle puis quelque chose de beaucoup moins drôle et l'ascenseur émotionnel que ça m'a fait avoir, j'ai vraiment badé après quoi. Moi par ailleurs je trouve que je rejoins quand même globalement les éloges que vous faites sur ce film, j'ai passé une super séance. Moi, il y a un truc que vous n'avez pas tout cité dans le dispositif de mise en scène du film et de ce que je trouve de ce qu'il raconte aussi justement de cette famille nucléaire américaine, c'est que le film s'appelle La fin d'Oak Street, donc littéralement c'est toute une rue, tout un quartier qui se fait expédier à l'ère des dinos, et on ne suit qu'une famille. Or, le film te rappelle en permanence, en arrière-plan, en hors-champ, machin, qu'ils sont pas du tout seuls et qu'en fait, genre, globalement, et eux ne voient jamais, ne pensent jamais, si ce n'est à un moment, ils vont rencontrer cette gamine, mais un peu par hasard, ne pensent jamais il y a peut-être d'autres gens autour d'eux. Et est-ce qu'on pourrait peut-être pas se serrer les coudes, trouver des solutions, machin ? Non, ce qui est important... C'est une dispute dans leur couple au début. Oui, mais ils le font pas. Ils le font pas, et de fait, je trouve que là, le film est beaucoup plus sarcastique et narquois sur le personnage de Anna Thaoué, c'est qu'à la fin... elle utilise ce truc-là pour écrire un bouquin. Donc en fait, pour un truc qui est extrêmement individualiste, et le côté de finalement, on a sauvé 2-3 pélos parce qu'on leur a, pour des raisons que je vous dévoilerai pas, mais il y a un truc quand même assez narquois dans le truc de mais en fait c'est une super fin happy end et tout le monde il est trop content. En réalité, il y a plein de gens qui se sont fait bouffer la gueule deux fois et ils en ont rien à branler. Et du coup, je trouve qu'il y a un côté assez marrant de se dire que tu vas suivre cette famille, mais en permanence, tu vois des gens se faire zigouiller à droite à gauche. Et en fait, pourrait y avoir 12 films sur la fin de Oak Street parce qu'il y a tout un tas de gens en fait qui se font genre massacrer de manière je trouve plus drôle les uns que les autres. Et du coup, je trouve qu'il y a un côté là-dedans, en tout cas c'est moi là où je trouve un peu plus son regard et son petit sourire en coin, qui est de dire vous voulez votre happy end, le voilà, mais en réalité le happy end il sert à quoi ? Il sert à ce que Anna Thaoué ait la conclusion positive de son arc de personnage, qui est en réalité quelque chose d'hyper individualiste et de retourner vers soi. Et je trouve que du coup c'est quelque chose d'assez étonnant, d'assez particulier aussi dans ce genre de cinéma là, sachant que le film coûte quand même, je pense, un 5e de ce que coûte un Jurassic Park, hein. Mais c'est vraiment une très très bonne surprise pour ma part, parce que je m'attendais pas à ce que le film soit aussi généreux, aussi foutraque par moment, et globalement il y a 2-3 séquences, on va dire, d'action pure que je retiens réellement, quoi. Oui, en plus, alors, sans spoiler, il y a une attaque de T-Rex à un moment qui est incroyable. Ça, c'est un truc, c'est vrai qu'on l'a pas dit. David Robert Mitchell est manifestement un très bon réalisateur. Ouais. Il n'y a pas vraiment de discussion. C'est ce qu'il fait, quoi. Il y a pas de... c'est un mec qui essaie vraiment de tenir une caméra, qui a des vraies idées, qui est fort. Il y a des passages qui sont trop bien faits et qui sont trop cool. Et en plus, il met en scène dans les suburbs, et ça, c'est dans les banlieues américaines. En fait, c'est dans un cul-de-sac que se passe le film majoritairement, et je trouve que c'est parfait pour tout ce que tu viens de dire, et aussi pour le fait que quand il court à travers des maisons, il court à travers des jardins arrière de maisons, et tu te comprends pas bien comment on passe d'une maison à l'autre, mais c'est extrêmement limpide dans la mise en scène. Quand il passe d'une pièce à l'autre, les escaliers sont vachement utilisés. Il y a un truc qui m'a saoulé, c'est qu'à un moment leur sous-sol il est inondé et ils en font pas grand chose. Mais parce que je pense qu'il y a plein de scènes coupées. Ouais, je pense que le film fait 1h45, c'est incroyable, c'est parfait. C'est vraiment, je ne peux demander de plus. Après, de fait, c'est pas, du coup, t'as envie d'en voir plus, peut-être que. Exactement, mais je trouve que c'est pour ça, c'est d'autant plus frustrant que ça marche pas encore plus pour un film estival, parce que ça dure 1h45, c'est un truc qui demande pas une grande attache dans ta journée. En fait, ça reste pour moi un délire de super nerd quand même. Non, je suis pas d'accord. C'est un film pour comprendre. C'est un film que tu peux voir assez facilement, mais pour moi, tu passes à côté si t'es pas un mec qui sait pourquoi il fait le truc, quoi. Tu vois, genre. Moi, j'en sais rien pourquoi il fait le truc, et j'ai passé un super moment. Je sais pas, mais je pense qu'à mon avis la réception très mitigée des spectateurs, je vois un peu ce que tu veux dire. Enfin, je pense que la tonalité fait que du coup les gens se moquent un peu du projet en mode mais c'est qui ces personnages, mais c'est quoi ces trucs, tu vois, il y a des enfants cons comme dans ce genre de film, tu vois, le petit garçon, mais il est zinzin, genre t'as envie de le bafler. Le baffler. Je veux pas savoir avec quoi t'as fait un. Je veux pas savoir avec quoi t'as fait un lapsus, en particulier avec des histoires d'enfants. Donc, on va rester très tranquille, Rita.
Waouh, ok. Moi, j'allais juste dire, il se prend pour Katniss Everdeen avec son tir à l'arc là où il rate tout à chaque fois. Et c'est incroyable. C'est très drôle. Qui veut chercher son chien, c'est tellement genre américain, pareil, ce truc du chien. Et enfin, le chien, il est remobilisé après de manière super fun. Bah, le chien, il revient à un moment qui est incroyable. Et fun fact, le film est aux États-Unis, on déconseille soit au moins de 13, soit au moins de 17 ans. Et c'est-à-dire que ça t'interdit le passage, tu peux pas rentrer dans la salle de cinéma. Et ils sont hyper sévères avec ça. Sauf si tu viens avec tes parents. Aux États-Unis, c'est la particularité des Américains. Mais du coup, c'est par exemple le film, si t'as 2 fois tu vois un couteau rentrer dans la peau de quelqu'un, 2 fois t'as le mot fuck, ça passe moins de 17 ans. Ce film est moins de 13 ans. Je ne sais pas comment ils ont fait. Il y a les 2 fucks seulement. Ils ont coupé la séquence sous l'eau. Ouais, peut-être, mais en vrai, c'est une folie que ce film soit pas rated R aux États-Unis. Ouais. Et je trouve que c'est trop fun parce que je trouve que justement ça devrait attirer des ados en fait, parce que c'est juste assez violent pour que ça soit un truc que les ados se disent oh là là, genre comme Jaws a pu l'être, les Dents de la Mer ont pu l'être à leur époque, je trouve. Sachant que c'est vrai qu'il y a quand même, le film est presque au moins un tiers, voire presque la moitié du point de vue des enfants. Ouais. Et que tu sens que David Robert Mitchell, il peut pas complètement s'écarter du teen movie, quoi. Il y a toujours quelque chose. Ah non. Il est là, quoi. Il a quel Ça âge fait plaisir. 50 ans. Ok. Je crois. Ah, un peu Sean Baker, genre. Oui, un peu. Ouais. Un peu. Ok. Mais d'ailleurs, même je trouve que physiquement, ils se ressemblent. Ok. Sur cette dernière note, on vous encourage quand même plutôt à aller voir la fin d'Oak Street au cinéma. Profitez-en tant qu'il est au cinéma. C'est une vraie expérience de grand écran. C'est fait par un réalisateur qui a beaucoup de talent, beaucoup d'idées. Alors, vous avez le droit d'un peu moins aimer la vie comme Félix, mais si vous Pas grave, on attend Day Follow avec impatience. Exactement. On attend le prochain film de David Robert Mitchell et peut-être un peu moins le prochain Jurassic World. Sur ce, bonne fin suite de vacances. Je ne sais pas quand vous écoutez ça, car je ne sais pas quand on le diffusera. Des bisous.